Nous sommes de retour sur Direct Gestion et on va parler avec vous, donc Thomas Friedberger, donc de plusieurs choses. On va commencer d'abord par un point macroéconomique, parler un petit peu le contexte, parler du contexte dans lequel nous sommes, votre analyse du contexte macroéconomique, et ensuite on développera un petit peu l'allocation que vous recommandez chez Tikehau IM. Alors, il y a plusieurs facteurs évidemment qui aujourd'hui retiennent l'attention des investisseurs. Évidemment, les banques centrales qui sont vraiment les market movers des marchés aujourd'hui. On a l'impression que vraiment les investisseurs ne regardent plus que la banque centrale et notamment la BCE. Avant c'était la Fed, mais maintenant que la Fed c'est plus tellement le même cycle, donc on est vraiment que en train de regarder ce que fait la BCE, ce que dit la BCE. Il y a également aussi d'autres facteurs comme donc c'est au bas, un euro faible, le dollar évidemment qui est important, cette baisse du pétrole. On a un vrai consensus aujourd'hui sur ces thématiques-là. Ouais. Vous aujourd'hui, quelle est votre analyse de ce contexte? Alors d'abord un euro faible contre dollar, oui. Mais en fait un euro relativement fort. Oui, oui. Par rapport à d'autres paniers de devises. Exactement, relativement fort par rapport à l'ensemble des devises. Et en fait il y a des raisons à ça. Les raisons à ça, c'est que certaines banques centrales continuent à diversifier leurs réserves de change, notamment Banque centrale asiatique, vers l'euro. Et donc structurellement il y a des acheteurs d'euros dans le marché. Et l'autre, c'est que l'excédent de la balance courante de la zone euro est pas loin, je crois, de son plus haut historique. Et donc structurellement, il y a des raisons pour plaider une hausse de l'euro. Alors après, comme les anticipations de politique monétaire... Vous pensez aujourd'hui que là, on est sur des niveaux quand même qui ont bien baissé, on devrait remonter? Non, je pense que le décalage des cycles de politique monétaire est tellement violent que aujourd'hui notre scénario est plutôt à la poursuite de la baisse de l'euro contre dollar, pas contre le reste mais contre dollar. Par contre, je pense que c'est un trade qui est tellement poussé par tout le monde, il y a un consensus tellement fort là-dessus qu'il faut faire attention, parce que ce que je vous dis, c'est qu'il y a des raisons structurelles pour que l'euro monte. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces anticipations de politique monétaire ultra agressive en Europe, l'euro aurait structurellement des raisons de monter. Donc on est assez méfiant là-dessus. On a dans notre fonds une exposition en dollars qu'on avait choisi de ne pas protéger depuis le début de l'année et qu'on a protégé cette semaine par exemple. Alors il y a aussi ce pétrole, le pétrole qui évidemment baisse énormément. Ouais. On a cette réunion de l'OPEP donc on n'a vu aucune issue suite à cette réunion. Prochaine réunion en juin, même si on a parlé d'une réunion d'urgence. Donc c'est évidemment des intérêts différents, c'est de la géopolitique. Ouais. Est-ce que le pétrole, est-ce qu'on a cette baisse du pétrole qui peut bénéficier à certains secteurs, certaines valeurs? Est-ce que vous regardez, vous principalement en tant que gérant, la thématique pétrole? Bien sûr, on est obligé. Alors à la fois sur le secteur pétrolier et sur les secteurs industriels ou utilities qui utilisent du pétrole. Alors là aussi, je pense que c'est la baisse du pétrole. Il faut faire attention parce que on pense une crise de l'offre avant tout. Donc les crises de l'offre sont relativement plus faciles à résoudre que les crises de la demande, d'autant plus facile que, ça peut se retourner d'autant plus vite que aujourd'hui la production américaine de pétrole de schiste compte pour une part importante dans les volumes, et ça c'est la première fois que c'est le cas dans une crise pétrolière. Or la production de pétrole de schiste n'a rien à voir avec la production de pétrole offshore. Quand on fait du pétrole offshore, on fait un trou dans le sol sous la mer, et ensuite une fois que le pétrole sort, il y en a pour plusieurs années de production, plusieurs dizaines d'années, et c'est assez compliqué d'arrêter la production. Le pétrole de schiste c'est un peu différent. C'est des puits qui sont plus petits, et donc si les dépenses d'investissement s'arrêtent, la production va baisser mécaniquement. Et donc l'ajustement peut être beaucoup plus rapide que dans les crises précédentes. Voilà. Là, on a vu avec cette baisse du pétrole que c'était un petit peu le but, finalement, c'était un peu d'enrayer l'attrait qu'on pouvait avoir sur le pétrole de schiste. Et bien, finalement, cette baisse du pétrole n'avait pas un impact important sur la production du gaz de schiste. Alors, ça en a un petit peu, pas tant que ça. Ça en aura sur la production du pétrole de schiste, parce que les prix du gaz, eux, pour l'instant, n'ont pas encore beaucoup bougé. Il y avait d'ailleurs une déconnexion assez forte avant la crise entre les prix du pétrole qui étaient plutôt hauts et les prix du gaz qui étaient déjà très bas.
Donc c'est deux sources d'énergie corrélées mais différentes et avec cette dichotomie qu'on trouvait nous pas très normale d'ailleurs. Donc on est plutôt pas très surpris de voir que ça converge. On pensait que ça convergerait peut-être dans l'autre sens, mais en tout cas on n'est pas surpris de voir que ça converge. Donc vous disiez qu'il y avait un excès d'offres et que c'était facilement, on peut finalement régler ce problème plus facilement qu'une baisse de la demande qui est plus difficilement. Une baisse de la demande mondiale qui serait due à un ralentissement généralisé de l'économie mondiale serait évidemment plus problématique à résoudre. Après je dis pas que c'est, je dis facile, mais en fait je dis juste que ça peut s'ajuster beaucoup plus rapidement à la hausse, comme ça s'est ajusté à la baisse relativement violemment. Maintenant je pense que ça laisse des opportunités, ça ouvre des opportunités dans le secteur pétrolier, en Europe, aux États-Unis, vous regardez des dossiers en Asie, on regarde beaucoup de dossiers. Lesquels, par exemple on regarde par exemple Royal Dutch Shell, qui est une société qu'on aime bien parce qu'il y a un nouveau management qui a prouvé sa discipline sur les dépenses d'investissement. Qui a un management de qualité avec une société qui a des actifs de qualité et qui aujourd'hui traite sur des niveaux de valorisation relativement peu élevés. Et donc on regarde ce type de société, mais on regarde aussi des sociétés dans des secteurs un peu plus sportifs comme les services pétroliers, qui sont aujourd'hui un secteur qui est au nid de de beaucoup d'analystes en tout cas. Mais on commence à regarder des dossiers dans ce secteur-là parce qu'il y aura des opportunités, il y a aussi des belles sociétés. C'est compliqué. Quelle valeur par exemple? Alors on est investi dans une société aux États-Unis qui a beaucoup baissé, qui s'appelle Pacific Drilling, qui est une société qui fait des navires pour l'exploitation pétrolière offshore, et pareil avec un très bon management, discipliné sur les dépenses d'investissement, parce que ce qui compte dans ce secteur-là, c'est d'être discipliné sur la construction et le cycle de construction des bateaux et la manière dont ils sont contractés. Mais il y aura, je pense, des accidents dans ce secteur-là. Il y aura probablement des sociétés qui vont faire défaut. On regarde des dossiers par l'equity, on regarde aussi des dossiers par la dette, parce qu'il y a des choses à faire. Alors, vous parlez donc de l'offre, la demande aussi, quand même. On a vu quand même la Chine qui ralentit. C'est quand même un gros demandeur de pétrole. Ce ralentissement chinois, c'est quelque chose vous en pensez quoi? C'est quelque chose qui vous inquiète? Vous portez une attention particulièrement? Parce que vous disiez que vous aviez ouvert une succursale, je ne sais pas si on appelle ça une succursale, un bureau TKOIM à Singapour. Ce ralentissement chinois, est-ce que ça a un impact précisément sur ce que vous faites? Alors oui, ça a un impact. Après, nous on croit énormément dans la Chine, on croit dans l'Asie en général, parce que ne serait-ce que d'un point de vue démographique, c'est une zone géographique qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Il y a une croissance de la classe moyenne qui est impressionnante, pas seulement en Chine, ça commence aussi en Inde avec quelques années de retard. Et donc il y a un marché de consommation qui se développe là-bas, il y a un marché d'épargne qui se développe là-bas, et quand on regarde les chiffres de population et d'accès à la fois à l'urbanisation et à la classe moyenne en Chine, c'est forcément un marché qu'on ne peut pas ignorer. D'autant plus que c'est un marché qui est en voie de libéralisation. On trouve que le gouvernement chinois est relativement on va dire fiable sur le programme de réforme qui a été mis en place. Ils délivrent pour l'instant ce qu'ils ont dit, et c'est relativement impressionnant pour un pays d'1,4 milliard d'habitants d'arriver à faire ça. Donc on est constructif sur la Chine. Effectivement, l'économie ralentit, mais quand on passe d'une économie tirée par les investissements à une économie tirée par la consommation comme ça en quelques années, quand on prend un virage, il vaut mieux pas le prendre à 300 km/h, il faut d'abord ralentir. Et aujourd'hui, en fait, ce qui... Selon vous, donc c'est ça, c'est très visuel, c'est assez parlant. La Chine ralentit pour justement mieux accélérer? Je pense, oui. Alors bon, c'est subi en quelque sorte, mais aujourd'hui, le monde s'accommode d'une croissance chinoise à 6-7%, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés que le monde s'en accommode. Ensuite, toute la question, c'est de savoir si ce ralentissement va être doux ou violent. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'économie d'1,4 milliard d'habitants qui atterrit. Donc, on va voir si c'est doux ou violent. Nous, on pense que ça sera plutôt doux, que le gouvernement va réussir à faire atterrir cette économie en douceur et à la réformer. Et il y a un marché qui est très conséquent. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert un bureau là-bas et qu'on est très excité par l'Asie. Alors, on va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion, où on parlera plus précisément d'allocation. A tout de suite.
9h42, nous sommes de retour sur Direct Gestion, toujours avec Thomas Fredberger, donc directeur de la gestion diversifiée et action de Tikeo IM. Alors on a parlé un petit peu du contexte macroéconomique, on va parler maintenant dans ce contexte justement que vous avez dressé, l'allocation que vous recommandez chez Tikeo IM. Alors tout à l'heure on faisait un point sur Tikeo 1K, vous nous disiez que vous étiez principalement sur les actions à 40%, majoritairement sur le monétaire pour vous couvrir un petit peu contre les aléas de l'évolution des marchés et 15%, donc une poche plus réduite donc sur tout ce qui est donc crédit avec obligations au rendement et les subordonnées financières. Donc on va revenir, c'est ça ? C'est ça. Alors on est sur le monétaire, mais c'est pas amené à durer. C'est-à-dire qu'on veut réinvestir notre cash de manière significative en exploitant toutes les opportunités qui se présenteront si le marché corrige un petit peu. Et ce que je tiens à souligner, c'est aussi qu'on utilise des options dans notre gestion. Et donc on a une poche de cash qui est relativement importante, mais qu'il faut mettre en regard des options, puisqu'on utilise assez peu de cash on dépense assez peu de cash en prime d'options, mais qui nous donne quand même une exposition relativement significative. Donc, d'accord. Voilà. Alors, on va parler maintenant donc, des actions que vous suivez, également de l'obligataire. C'est vrai vous êtes sur de l'obligation au rendement. Ça a été une classe d'actifs qui a été un petit peu, qui a souffert mi-2014, fin de l'été, début septembre. Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, est-ce que ça se passe mieux? Est-ce que vous surpondérez cette classe d'actifs? Alors c'est une classe d'actifs qui a souffert, oui, mais pas plus que les autres actifs risqués, et plutôt même moins que les actions, puisqu'on est, je crois, depuis le début de l'année à peu près sur les indices au rendement légèrement positifs aujourd'hui. Mais encore une fois, chez Tikeo IM, on fait vraiment de la gestion bond et stock picking, et donc on est l'aspect macro bien sûr nous intéresse et on le regarde beaucoup, mais ce qui nous importe c'est de sélectionner des bonnes sociétés. Et aujourd'hui sur le portefeuille crédit, alors dans Tikeo 1K, on a fait le choix de réduire la duration. Donc ce qui nous intéresse dans le crédit, c'est principalement le spread, c'est-à-dire le risque de crédit. La duration, sur ce fonds-là en tout cas, nous paraissait un petit peu moins attractive dans la mesure où les taux des obligations gouvernementales sont déjà très bas. Le Bund en dessous de 0,7 cette semaine. Et donc on se disait que de maintenir une duration élevée n'avait qu'assez peu d'intérêt, parce que même dans un contexte de quantitative easing massif de la Banque Centrale Européenne, c'est assez peu probable que les taux à 10 ans en Europe aillent beaucoup plus bas que ça. Alors 0,5 oui peut-être, mais en tout cas ça ne nous semblait pas justifié de prendre ce risque-là. Alors on va revenir sur les actions, sur les valeurs que vous suivez principalement. Tout à l'heure vous nous parliez dans le fonds Tikeo 1K, vous suivez des valeurs par exemple comme Microsoft ou Berkshire Hathaway. Pouvez-vous nous citer d'autres secteurs ou d'autres convictions que vous avez aujourd'hui? On est investi par exemple en Europe dans une société allemande qui s'appelle Linde, qui fait des gaz industriels, qui est une société qu'on aime bien, toujours pour les mêmes raisons, une société avec des actifs de qualité, extrêmement disciplinée sur la manière dont ils investissent, assez conservatrice également dans sa gestion des infrastructures industrielles, avec un nouveau management qui nous plaît, et valorisé sur des niveaux qui nous semblent attractifs, alors qu'ils peuvent paraître optiquement relativement chers si on regarde juste le cours sur bénéfice, mais en fait quand on retraite quand on fait le retraitement que nous on fait pour calculer le free cash flow de la société, elle est encore relativement attractive. Voilà, donc société européenne industrielle. Dans les médias on est exposé sur Vivendi, qu'on trouvait était une très belle histoire. Alors c'était plutôt une situation spéciale à un moment, avec une holding qui change de management, avec un manager qui a fait ses preuves en allocation d'actifs, qui vend un certain nombre d'actifs dans un secteur télécom principalement, donc valeur analysée par des analystes qui suivent principalement le secteur télécom. Aujourd'hui c'est une société qui est plutôt dans le secteur média, mais toujours analysée par des analystes télécom, et qui a beaucoup de cash, donc qui s'est complètement déleveragé, et qui a des actifs de qualité dont Universal, qu'on aime bien parce que c'est un oligopole à 3 sur le marché du contenu média avec Time Warner et Sony, et c'est dans l'optique du développement de tous les sites de streaming, notamment de contenu. C'est
cet oligopole donne à Universal un pricing power assez intéressant qui est relativement, on trouve, caché par le fait que cette société appartient encore au secteur télécom. Voilà. Alors Vivendi, c'est une société aussi, donc on parle souvent du management, c'est une société donc, où le management est aussi assez fort, on en parle souvent. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est un des critères de la sélection de cette valeur ou c'est vraiment sur Oui, bien sûr, non, c'est un critère. Enfin, le management des sociétés qu'on regarde, c'est un critère prépondérant. Pour nous, c'est très important de savoir comment le directeur général d'une société alloue le free cash flow qui est disponible. Donc, est-ce qu'il l'alloue en faisant des dépenses d'investissement? À quel moment du cycle? Est-ce qu'il le fait en haut de cycle, en bas de cycle? Est-ce qu'il l'alloue en rendant le cash aux actionnaires? Est-ce qu'il le fait quand il n'y a pas de meilleures opportunités ou est-ce qu'il le fait pour des mauvaises raisons? Est-ce qu'il le fait au-dessus ou en dessous de la book value de l'action? Est-ce qu'il le fait en dividende ou en rachat d'actions? Il peut y avoir des implications un peu différentes. Est-ce qu'il s'endette avec est-ce que l'endettement est sur une pente ascendante ou descendante? Tout ça, on attache énormément d'importance à ça parce que sur le long terme, on pense que c'est le principal créateur de valeur. Une dernière valeur pour peut-être qu'il soit connu peut-être en France. Est-ce que vous avez des valeurs françaises? Oui, alors Vivendi c'est une valeur française, mais valeur dans un secteur assez peu, on va dire en verve en ce moment, qui est la construction. On est investi dans une valeur qui s'appelle Vicat, donc une capitalisation plus petite. Et Vicat, c'est une société à nouveau familiale, bien gérée, qui opère, je crois, à, si je ne me trompe pas, 60% de ses capacités de production, donc dans un secteur extrêmement déprimé. Et ce qu'on aime bien dans Vicat, c'est que c'est une exposition à la fois sur le ciment en France, qui est un secteur complètement déprimé, mais également avec une forte exposition internationale, et notamment sur l'Inde, avec un gros investissement dans une usine en Inde qui est maintenant terminée, donc il n'y a plus de risque aujourd'hui pour nous sur on va dire le timing et la discipline sur cet investissement là, et donc maintenant il faut que la société commence à délivrer en Inde, mais c'est un marché où on croit beaucoup parce que c'est un des marchés émergents sur lequel évidemment c'est un des pays les plus peuplés du monde. Il y a d'énormes besoins d'infrastructures dans ce pays là, et on pense que c'est un bon moment pour le faire parce que c'est d'un point de vue démographique, on pense que l'Inde en est à peu près au même point que la Chine au début des années 80 quand l'économie s'est libéralisée, donc tout reste à faire. Sur des valeurs exposées à l'Inde alors. En particulier celle-là, on pense. Merci beaucoup Thomas Friedberger, donc directeur de la gestion diversifiée et action de Tikehau IM. Merci. On va marquer une très courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Gestion.